Ok, très bien. Ok, bien. Alors écoutez, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Jean-Claude Casalegno. Je suis enseignant-chercheur en management. Alors, il se trouve que j'ai toujours été enseignant de quelque chose. Alors, je ne l'ai pas fait exprès parce que c'est venu un peu par hasard. Bon, comme peut-être beaucoup d'entre vous, j'ai un parcours diversifié et ça fait longtemps que je m'intéresse à la créativité. D'ailleurs, mes étudiants m'ont reconnu un peu comme tel, puisqu'ils m'ont nommé 2 années consécutives professeur tournesol. J'ai gardé donc cette image qui me résume en quelques mots. Voilà. Et également, donc, j'ai toujours essayé, si vous voulez, de concilier recherche, enseignement et aussi intervention en entreprise. Voilà en quelques mots. En fait, oui, peut-être aussi une autre introduction sur qu'est-ce que c'est qu'être chercheur? C'est surtout pas faire des leçons, ne surtout pas donner des leçons. C'est très différent hein, d'être enseignant, où souvent on affirme ben, des principes, ou même si on les met en doute rapidement. Donc, en tant que chercheur, on est confronté à une activité d'exploration, donc d'incertitude. Donc, ce que je vous présente là aujourd'hui, c'est pour partager plus une recherche que je mène en ce moment sur la facilitation. D'où vient-elle et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous verrez que, étant dans un modèle académique, je suis obligé de respecter certaines règles, d'ailleurs auxquelles j'ai eu souvent beaucoup de mal à me conformer. J'ai mis en sous-titre Essai sur le trajet anthropologique des innovations. Alors j'ai rajouté social, mais je pense qu'un trajet des innovations euh, est toujours anthropologique, même les innovations techniques. Voilà, donc on est sur le thème de brève histoire de la facilitation. Alors quelques mots d'introduction. Alors dans notre discipline, on évolue beaucoup par mode. Euh, la facilitation en fait partie. En fait, on produit beaucoup d'objets. Vous avez sans doute été les témoins du phénomène de l'entreprise libérée en 2012. Alors, quand je pose la question à mes étudiants aujourd'hui, ils n'ont aucun souvenir de cette période. Pour eux, ça ne signifie absolument rien. Alors que peut-être pour beaucoup d'entre nous qui sommes sur ces questions depuis un certain temps, 2012 a été une année assez essentielle parce qu'on peut parler de bifurcation hein, dans le domaine du management où il y a eu l'irruption d'un phénomène qui s'est présenté peut-être sur un mode un peu hystérique au départ, mais qui proposait quand même des alternatives assez radicales et assez intéressantes. Bref, ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur de la discipline du management, mais on pourrait peut-être dire des sciences de gestion en général, on produit beaucoup de théories, beaucoup de méthodologies, beaucoup d'outils, beaucoup d'objets. Alors, dans notre jargon, on appelle ça des artefacts alors qui se présentent toujours comme des instruments, on va dire, indépendants, c'est-à-dire que lorsqu'ils émergent, on a tendance à les considérer comme des innovations. Et en réalité, ce sont bien sûr des innovations, mais une innovation, elle n'émerge pas, elle n'est pas réduite à sa situation d'émergence, elle est le résultat d'un long parcours, et c'est ce parcours qui m'intéresse d'étudier, parce que euh, derrière, ce sont des forces sociales qui sont à l'œuvre. On l'a déjà constaté en faisant des recherches sur le phénomène de l'entreprise libérée. Et finalement, on retrouvait les mêmes constats à propos de ce phénomène émergent qu'on appelle aujourd'hui la facilitation et qui a pris d'autres noms il y a quelques mois, quelques années, que vous connaissez certainement, comme le design thinking, comme l'agilité, etc., etc. Donc, on va essayer rapidement de reparcourir ce trajet. Voilà ma proposition. Une définition de la facilitation, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est Jean-Philippe Poupart qui a été sans doute un des premiers à faire cet effort de définition. Alors, nous sommes un collectif, on va dire, qu'on a appelé Fossorial. Eh bien, on a tenté de faire aussi un effort de définition, et c'est assez proche de ce que propose Jean-Philippe Poupart. Nous la définissons comme un ensemble de méthodes collaboratives visant à mobiliser les intelligences, les motivations
Et on a simplement rajouté quelque chose d'essentiel dont on ne parle pas assez, qui est relativement censuré, ben, qu'on appelle l'imaginaire, dans le but, bien sûr, de créer de la valeur ou de résoudre des problèmes pour les personnes, les organisations, les territoires et la planète. Et vous savez, quand on est dans une démarche de recherche, il faut être très rigoureux sur les définitions et les mots qu'on emploie. Surtout dans notre discipline, il y a énormément de mots valises, et donc c'est important de stabiliser tous ces mots. Et le deuxième terme, c'est l'innovation managériale, donc on peut caractériser comme un écart par rapport à des principes existants déjà. Et bien sûr, plus il y a un écart important, plus on peut parler d'innovation. Voilà, après ce premier instant d'effort de définition, ben, les domaines de la facilitation sont très nombreux. Nous avons commencé à les appliquer au domaine de la stratégie parce qu'on a beaucoup travaillé sur le modèle de la compétitivité prix, que nous avons bien sûr contesté depuis longtemps, pour essayer de faire évoluer avec nos clients les entreprises vers des modèles qu'on appelle le hors prix et qui nécessitent bien sûr de trouver des éléments de différenciation. Ce sont des modèles qui ne peuvent pas faire l'économie de l'intelligence humaine et c'est là que pour nous, tout a commencé, avec nos clients d'ailleurs, hein. Voilà. Bien, alors l'objet un peu de cette recherche, c'est comment cette innovation qu'est la facilitation s'est frayée un chemin dans les méandres des conventions. Alors j'utilise le terme méandre parce que c'est un terme qui, vous voulez, vient en fait des travaux de Gilbert Durand, qui nous donne des grilles de lecture anthropologique très passionnantes pour comprendre les innovations, qu'il compare en fait à, il utilise la métaphore d'un fleuve, donc qui commence par une source, puis ensuite ce sont des rivières. Donc au départ c'est un ruissellement, et puis petit à petit ça devient un fleuve. Donc comment cette innovation s'est-elle frayée un chemin dans les méandres, on va dire, de la convention? Et puis qu'est-ce qu'elle veut dire? De quoi parle-t-elle euh, en termes de force sociale qui traverse nos sociétés? Donc, quel est le sens de cette innovation? Ce qu'elle veut dire de la société qui parle à travers elle et également, bien sûr, de ce qui la traverse. Voilà un peu notre intention. OK, donc j'en suis toujours au préalable avec un respect des formes académiques qui, comme je vous l'ai dit, m'a toujours coûté, mais on est obligé d'y passer. Donc, c'est ce qu'on appelle le cadre théorique, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, on s'équipe, bien sûr, de modèles théoriques conceptuels dont la vocation est de nous rendre, entre guillemets, plus intelligents, d'augmenter notre capacité à comprendre une problématique. Et là, il y a donc deux grandes familles d'auteurs, hein, ceux qui relèvent de ce qu'on peut appeler la psychologie clinique ou l'anthropologie clinique, la psychanalyse, qui correspond à ma première formation de départ, et puis ensuite, on est plutôt dans l'anthropologie avec Gilbert Durand qui a travaillé sur les structures imaginaires des sociétés. Et puis le philosophe Cornelius Castoriadis qui nous donne un concept très utile qu'on appelle l'imaginaire institué et qu'il met en relation avec l'imaginaire instituant. Donc, ce sont des choses qu'on va rencontrer en cours de route. Et puis, bien sûr, en passant, on va sans doute retrouver Roland Barthes sur les mythologies. Voilà un peu les éclairages pour partir dans cette exploration. Alors, l'approche clinique, ben, il y a des faits. C'est qu'est-ce que c'est? Et ces faits sont dans une certaine rationalité. Parfois, ils ne le sont pas. Et quand elles ne le sont pas, elles parlent en fait d'une dimension qu'on appelle l'imaginaire. Et donc, on s'efforce toujours de se poser la deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, cette manière, vous voyez, d'appréhender la réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient en fait de la psychologie clinique. Bien, alors Gilbert Durand a une définition de l'histoire qui est assez intéressante. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une chronologie des vêtements. Alors surtout au niveau de la facilitation, parce que c'est un métissage, une hybridation qui, semble-t-il, a commencé il y a déjà très longtemps, moi je pense dans les années 50, peut-être même avant, avec Marie Parker Follett, dont on parlera rapidement. En tout cas, s'intéresser à l'histoire, c'est surtout pour Gilbert Durand pouvoir accéder aux structures imaginaires profondes ben, qui fonctionnent, qui façonnent, on peut dire, la conscience humaine et la culture. Et
c'est une manière de décoder les faits comme étant un langage, un signifiant de l'imaginaire collectif. Hein, pour faire simple, voilà ce que nous apporte Gilbert Durand, qui d'ailleurs nous propose une méthode qu'il appelle la mythodologie, qui est un processus qui permet euh, d'accéder avec beaucoup de prudence à cette dimension souterraine, muette, clandestine, qu'est l'imaginaire collectif, qu'on ne voit pas et qui pourtant façonne nos existences. Hein. Alors là, Gilbert Durand continue en comparant cet imaginaire donc comme une lampe Noria qui en fait suit des parcours complexes euh, sur lesquels je vais rester rapide. Et souvent, on peut dire que ce parcours, quand l'innovation émerge, elle commence toujours dans les réseaux de la dissidence. Elle commence dans les marginalités pour être petit à petit absorbée par, on va dire, l'imaginaire conventionnel. Bon, je fais un peu simple parce que Gilbert Durand n'est pas facile d'accès, surtout après 18 heures. C'est pour ça que je vous laisserai d'ailleurs approfondir vous-même en utilisant, en revisitant ce support. Mais je voudrais éviter justement de faire le professeur. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais m'y efforcer. Hein. Alors, il a une théorie qui est vraiment intéressante, comment on accède à ces imaginaires par le langage. Et le langage, ben, c'est quoi? C'est des mots, c'est des images, c'est des productions artistiques qui sont un peu, comment dirais-je, très analogiques avec la dimension du rêve. Et donc, en travaillant sur ces matériaux, on peut retrouver dans l'histoire des processus hein, qui suivent, vous voyez, ces étapes. D'abord, c'est un ruissellement, ensuite un partage des eaux, une confluence, etc. Alors, en fait, j'ai essayé d'appliquer ce modèle à notre propos, qui est la facilitation uniquement pour faire comprendre ce que ce modèle peut apporter et qui mériterait, bien sûr, discussion, débat, bien sûr, etc. Hein. Alors, si on prend ce modèle, ben, on s'aperçoit que, je vais enlever pour que vous puissiez voir le début, que la phase d'émergence, on peut dire ce qui a précédé toutes les approches collaboratives qui nous passionnent, c'est des formes de management, on va dire, un peu plus centrées sur le sujet. Donc, on a eu l'époque du management motivationnel pour les plus anciens, qui a eu son heure de gloire avec Christian Lemoine, aujourd'hui disparu, mais qui a été une figure hein, forte de ce modèle. Il y a eu le service management avec Jan Carlson au Danemark. Il y a eu le Lean aussi, qu'on doit bien quand même, dont on doit bien reconnaître, malgré les ambiguïtés qu'il a vécues, ben, tout son intérêt. Il y a eu le management participatif de Peter Drucker, Octave Gélinet. Et ensuite, tout ça va se diversifier. Donc, la sociocratie, l'holacratie, le servant leadership qui ont commencé en fait dans les années sociocratie 21, holacratie, c'est quand même plus récent. En 1980, il faut en convenir. Le servant leadership, ça a commencé dans les années 70. Donc, qui introduisent des idées novatrices de collaboration et de participation dans les organisations. Ensuite, il y a la confluence. Alors, c'est l'adoption, en fait, par, on va dire, le monde conventionnel, ben, certains de ces modèles, mais pas totalement, avec beaucoup de prudence. Euh, en fait, on va commencer par minimiser un peu ce qui domine le modèle qui est en situation de dépassement. Ici, c'est de commencer à minimiser donc la hiérarchie et à maximiser l'autonomie. Puis ensuite, on arrive à des modèles beaucoup plus radicaux comme l'agilité, le design thinking, le Scrum, la démocratie participative, avec quand même une part importante autour du design thinking. Et ensuite, on est dans l'épuisement des deltas pour arriver donc à la facilitation euh, et les principes de collaboration ben, qui marquent une nouvelle phase d'évolution. Et il semble bien que nous soyons hein, dans ce moment. Alors voilà, Gilbert Durand ben, va nous proposer d'étudier tout ce qui est publié, tout ce qui est imagé, toutes les formes de vidéos qu'on peut retrouver sur ces éléments-là pour essayer de voir comment
ceci s'est construit, c'est-à-dire par assimilation progressive, et non pas de façon aussi mécanique qu'on nous le présente parfois, ou en nous faisant croire, par exemple, que c'est une innovation radicale, alors qu'en réalité, elle est plus incrémentale, mais ce qui fait qu'elle est radicale, c'est qu'elle s'est prolongée sur une durée très très longue. Et c'est ce qui va donner, bien sûr, une force plus grande à cette innovation quand elle va émerger. Ok, donc on continue. J'espère que ça va être possible. Il veut plus tourner. Tiens, c'est bizarre. Alors, hop là, non, c'est bon. Oui, alors là, par exemple, quand on s'intéresse au vocabulaire, eh bien, Google Trends peut présenter une certaine utilité. Alors, vous voyez que l'agilité est en bleu, le design thinking est en rouge et la facilitation est en jaune. Alors, on voit très bien que l'agilité a été très souvent évoquée dans les 5 dernières années, voire même plus. On ne parlait pas de design, hein. Ensuite, il y a l'émergence du design qui va devenir peu à peu, dans la terminologie, on va dire, médiatique, design thinking. Et puis on voit que la facilitation a un démarrage plus lent, mais qu'elle est en train, disons, de se conjuguer avec le design thinking et qu'il y a une certaine tension autour de ces deux termes. Ok, donc on peut penser que le terme de facilitation va prendre sans doute une existence plus importante. Alors, je ne sais pas pourquoi, habituellement il ne me fait jamais ça, mais là, il veut plus. Alors je vais sortir, ça vient peut-être. Attendez, je continue. Voilà. Ah, Roland Barthes, oui, c'est pas mal pour s'échauffer parce qu'il est très simple à comprendre. On a dit que dans le management, on procédait par mode. Eh bien, Roland Barthes parle de mythologie, c'est à peu près la même chose. Il a beaucoup travaillé sur les mythologies modernes, donc la déesse, la boxe, les matchs de foot, etc., hein, qu'il a considéré comme des productions de l'imaginaire collectif. Et il nous signale que les productions imaginaires donc, peuvent passer d'une existence fermée, qui peuvent rester longtemps muettes, à un État oral ouvert à l'appropriation de la société. Et bien sûr, il nous invite à ne pas les prendre à la lettre, mais à les considérer comme une expression symbolique des idéologies, voire des idéalités qui traversent, on va dire, l'imaginaire social, le moment de l'imaginaire social. Donc c'est un langage, une parole qu'il faut essayer de comprendre. C'est des sous-entendus cachés. Voilà. Eh bien, écoutez, après ces propos un peu académiques, je vais sans doute rester toujours un peu académique, mais là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, la facilitation. Alors, à ce stade, il y a au moins 8 courants que j'ai identifiés, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, alors qu'ils se sont mélangés, combinés, euh, et c'est le résultat, on va dire, de ces combinaisons que Cornelius Castoriadis appellerait un magma imaginaire qui donne peut-être aujourd'hui ce qu'on appelle la facilitation. Alors là aussi, on est passé de terme anglo-saxon à un terme français, c'est pas par hasard, c'est que probablement la culture française est en train d'accepter cette innovation, alors que jusqu'à présent, on est obligé de se déguiser dans des propos, on va dire, euh, comme le terme d'entreprise libérée, alors que Barthes appellerait des mythèmes, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est des mots qui ont une fonction, hein, c'est de faire rêver. Quand la société commence à utiliser des mots simples que tout le monde peut comprendre, c'est que probablement elle est en train d'assimiler, hein, ces innovations. Voilà. Alors, moi, j'ai repéré à peu près 8 courants. Il me reste 30 minutes pour faire le tour de la question. Je crois que c'est possible, hein. On va commencer par le premier courant, c'est le courant des innovations managériales. Alors là, 100 ans d'histoire de management, on peut le résumer en 3 grandes périodes. L'imaginaire productiviste, parce qu'on est en train de s'en rendre compte avec Cornelius Castoriadis que quand on était dans la rationalité, dans la standardisation, bien sûr qu'on utilisait notre rationalité, mais qu'elle était en fait encastrée dans un imaginaire dont on sait aujourd'hui maintenant qu'il est productiviste, c'est-à-dire qu'il est loin d'être neutre et qu'il conditionne beaucoup la rationalité. Alors on peut dire que c'était assez cohérent avec les stratégies de volume, avec le marché aussi
où la demande de la consommation était très très forte, mais rester accroché encore à cette conception aujourd'hui est une vraie question. Et on s'aperçoit que les institutions n'ont pas complètement décroché encore de cette conception. Alors ensuite, il y a eu l'imaginaire, on va dire, héroïque avec le manager héros, qui renvoie à ce modèle qu'on peut appeler le management motivationnel ou subjectivant, qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'on commence à s'intéresser à ce que ressentent les personnes, mais qui n'est pas non plus sans ambiguïté, comme l'a très bien décrit Vincent de Golejac, en montrant que tout ça quand même jouait sur des processus narcissiques et pouvait finalement relever d'une forme d'emprise qui s'exerçait sur les personnes. Donc, finalement, on reste encore dans l'infantilisation en jouant avec des systèmes de récompense, d'affect qu'on attribue aux personnes, etc. Et puis 2012, une rupture brutale avec un concept totalement irrationnel qui ne veut rien dire, l'entreprise libérée, qui apparaît avec Isaac Getz, et puis beaucoup d'autres dirigeants, finalement, vont pouvoir émerger à ce moment-là avec peut-être ce qu'on peut appeler un imaginaire responsabilisant si on garde le terme de Michelin. Ok, alors là, vous retrouverez le règlement intérieur d'une entreprise fort ancienne, c'est celle de Chaumont, que je ne vais pas vous relire. Simplement, vous allez y découvrir d'où nous venons, c'est-à-dire nous venons d'une figure d'autorité dans les organisations qui était extrême et extrêmement violente aussi, et que c'est une des caractéristiques d'ailleurs de finalement du début de cette histoire, c'est la violence de l'autorité. L'autorité, c'est quand même une violence parce qu'il y a du pouvoir et ce pouvoir, si on l'utilise sans conscience, peut effectivement être aliénant pour ceux qui le subissent. Alors d'autres que moi, d'ailleurs, plus reconnus, je dirais, on partage cette idée que le modèle qu'on a appelé productiviste, en fait, qu'on peut appeler aussi disciplinaire, en fait, conduit à une régression généralisée des acteurs dans les organisations et à une certaine forme de responsabilisation. Alors tout ça est confirmé par un mot que j'entends très souvent en ce moment dans les entreprises, c'est des managers qui font l'effort de se former au management collaboratif, responsabilisant, et qui évoquent la grande difficulté qu'ils ont souvent avec leurs collaborateurs en parlant à leur propos d'une certaine immaturité. Ça, c'est le résultat de l'histoire. Donc, on n'en sort pas. On ne sort pas de l'imaginaire, je dirais, comme on change de chemise. Ça prend beaucoup de temps et c'est là où les techniques que nous utilisons, comme la facilitation, le design thinking, sont très utiles. Elles constituent ce qu'on appelle des objets transitionnels qui vont permettre aux acteurs, justement, de prendre une distance par rapport à l'imaginaire conventionnel qui les surdétermine. Alors, le management motivationnel, là aussi, vous allez peut-être être choqué, qui joue beaucoup sur le leadership, c'est-à-dire sur la séduction. En fait, son levier, c'est le narcissisme des individus. Alors, qu'est-ce que c'est que le narcissisme? Bien, on a tous une faille fondamentale, c'est-à-dire que l'estime de soi est quelque chose de très fragile, et donc on a constamment besoin du regard d'autrui pour la renouveler, et le management motivationnel va jouer sur ce levier, voir Vincent de Golejac, qui l'a très bien décrit. Le management responsabilisant et collaboratif, on peut lui accorder le fait qu'il est à la recherche d'établir des relations plus symétriques entre les différentes parties prenantes, et ce qui explique que les individus sont dans une relation peut-être moins aliénante que dans les modèles précédents, qui renvoyaient quand même à des aspects qui touchent la petite enfance de chacun. Alors là, pour ceux qui voudront creuser, vous retrouverez Vincent de Golejac que j'ai un peu enrichi, sur lequel je ne vais pas m'étendre pour continuer et faire le tour quand même du sujet. Mais on a des auteurs qui nous permettent d'aller plus loin. Alors, on a parlé en 2012 du phénomène de l'entreprise libérée. Alors, ça a commencé avec une entreprise qui s'est prétendue SARA, Société à responsabilité amplifiée. En fait, c'est Biose, au fin fond du Cantal, qui est aussi a été signalée comme une des premières, alors sans doute pas la première, mais une des premières à mettre en place des modèles d'autonomie
d'ailleurs avec force maladresse, euh, mettant en place, par exemple, l'élection sans candidat des managers, sans prévenir les anciens managers, bon, ce qui a généré des phénomènes dépressifs, etc. Bon, enfin bref, tous les innovateurs au départ peuvent commettre des maladresses, hein. Bon, ensuite, on a vu apparaître le service management, la sociocratie, l'holacratie, et j'ai repéré un modèle qui pourrait se prétendre comme totalement nouveau, c'est la gouvernance adaptative ou gouvernance partagée, qui est en fait une forme très proche de la sociocratie, mais rendue, on va dire, plus rapidement assimilable par une manière, par un vocabulaire qui est moins dépaysant. Mais je trouve qu'il y a les travaux de Mathieu Detsessar, passionnant, qui est un professeur aussi, un enseignant-chercheur, qui a écrit, je trouve, un livre qui vraiment nous éclaire et nous intéresse, nous, c'est l'entreprise délibérée. Et on peut peut-être penser qu'on est en train de passer de l'entreprise libérée avec ses utopies à une entreprise peut-être moins agitée, plus sereine, qui commence à apparaître, il faut être réaliste, c'est pas encore généralisé, effectivement, où la délibération, les espaces de discussion sur le travail en particulier, sont quand même de plus en plus envisagés, au moins. C'est déjà le début. Alors, les invariants du modèle libéré, vous les connaissez, l'adhésion à la raison d'être, un système de valeurs partagées, plus d'équité entre tous les membres de la communauté, réduction des lignes hiérarchiques, prise de décision plus participative, parfois des leaders désignés de manière plus collégiale, comme dans la sociocratie, repositionnement du rôle du manager comme coach d'abord, puis maintenant quand même comme facilitateur, et la coopération est plus efficace que la rivalité. Donc ça, c'est des principes que vous connaissez et qui peuvent caractériser le phénomène de l'entreprise libérée et qu'on va retrouver bien sûr dans la facilitation. Est-ce que sans ces principes, la facilitation aurait été autorisée à exister? Ben, je n'en suis pas sûr, hein. Alors, bon, moi j'avais travaillé à l'époque sur ce sujet et j'avais considéré que l'entreprise libérée était finalement un acte de contestation, hein, du modèle disciplinaire qui avait généré beaucoup de souffrance. Bref, je ne veux pas trop aller trop loin. Là, vous retrouvez le modèle de la sociocratie, mais j'imagine que certains d'entre vous connaissent. Je ne vais donc pas m'y étendre. Et ça nous permet de passer ensuite à un deuxième courant dans lequel je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais surtout citer Mary Parker Follett. C'est la première, euh, alors qui à l'époque, vous voyez, du management productiviste taylorien, fondé par Henry Ford, Taylor, etc., ben, en fait, conteste ce modèle et explique que la soumission des subordonnés aux standards est insuffisante et elle montre avec beaucoup d'énergie qu'il est important d'introduire le conflit dans les organisations au bon sens du terme, hein. Elle invite à accepter l'impertinence productive. Je ne pense pas qu'elle ait été très entendue, mais en tout cas, elle a marqué les esprits et elle aussi parle de la responsabilisation. Donc, je pense qu'on peut lui rendre hommage parce que, donc, bien sûr, d'autres se sont beaucoup intéressés à la vie des groupes. Bon, j'ai gardé peut-être trois auteurs, deux auteurs KS et Anzieux qui sont moins connus, qui vont un peu plus loin que Kurt Lewin, Rogers, etc., qui sont intéressants. Mais voilà. Alors là, vous retrouvez un concept que je trouve très utile dans notre activité, qui est comprendre qu'est-ce que c'est qu'un groupe, qu'est-ce que c'est qu'un collectif. Et là, quand même, KS nous donne des concepts très intéressants, comme celui de l'appareil psychique groupal, qu'il définit non pas comme une addition d'individus, mais plutôt comme une combinaison, hein, des intelligences. Et je trouve que ça, c'est très intéressant parce que quand on travaille dans la facilitation, on s'aperçoit que peu à peu, les individus finalement se mélangent, se combinent et qu'il y a un esprit de groupe qui émerge. Alors c'est difficile bien sûr à prouver, mais on le constate, on va dire empiriquement en tout cas, hein. Voilà. Alors après, il y a un autre courant qui mérite quand même d'être signalé parce qu'on l'a un peu oublié. C'est tout le courant qu'on a appelé du développement du potentiel humain qui s'est développé dans les années 80
avec différents auteurs qui en fait considéraient que les êtres humains, en tant qu'êtres humains, nous pouvions nous avions accès à la normalité, mais que cet état de développement était loin d'être suffisant et que nous avions encore un potentiel que nous pouvions développer. Et je pense que tous ces auteurs, en fait, ont donné naissance au coaching. Et d'ailleurs, ce qui me surprend souvent, c'est que les coachs pratiquent ou utilisent souvent des outils en croyant souvent que c'est dans l'instant où ils ont été formés qu'ils sont apparus. En fait, elles existent depuis longtemps. On peut citer, j'en cite deux au hasard, c'est Eric Berne hein, sur l'analyse transactionnelle, Frédéric Perls aussi, voilà, et bien d'autres. Hein. En tout cas, on ne peut pas ignorer ce courant qui, à mon avis, inspire une posture particulière qui correspond à la posture du facilitateur, qui est, comme Carl Rogers l'avait préconisé, dans le non-jugement, dans une approche maïeutique. Mais c'est vrai qu'au lieu de travailler avec un individu, on travaille avec un groupe. Bon, ok. Alors, je continue. Voilà. Le courant de la gestion de projet aussi est assez intéressant parce que les projets, au départ, ont été menés en cascade, c'est-à-dire de façon linéaire et séquentielle. Peu à peu, l'agilité est venue assouplir un peu ces méthodes. Ça s'est traduit par le manifeste agile que certains connaissent certainement. Euh, Parfois, d'autres méthodes ont intégré certains aspects du Lean. Et puis, enfin, on peut citer le Scrum aussi, qui semble avoir été très inspiré par l'agilité, avec deux personnages, le Scrum Master et le Product Owner, où dans ces modèles, le client est associé dès le début du processus et de façon très fréquente à la conception du produit ou du service. Et là aussi, la place du client hein, dans les méthodes que nous utilisons est quand même assez importante. Donc, vous retrouverez ensuite le manifeste agile sur lequel je ne vais pas m'attarder. J'imagine que vous l'avez déjà rencontré. En tout cas, vous pourrez l'approfondir. Et j'en arrive alors avec les techniques de créativité. Alors, le brainstorming, j'ai découvert avec Osborne, qui a publié, je crois, dans les années 70, que ça existe depuis les années 50. Et c'est quand même euh, un processus qu'on utilise beaucoup et dans l'agilité et dans le design thinking. Alors ensuite, il y a eu l'ère des designers. On a été séduit par les activités des designers. Pourquoi? Parce que finalement, il y avait une grande similitude entre le travail des designers qui transformaient un objet en un objet différent. Et c'est vrai que lorsqu'on pratique la facilitation, on est là aussi sur la question de la transformation. Alors bien sûr, le design thinking est apparu petit à petit, notamment avec l'agence IDEO, Pensée Design. Ensuite, l'agilité. Alors tout ça, c'est dans des ordres qui peuvent être un peu modifiés. Il y a eu le storytelling aussi, le design fiction, et puis la facilitation visuelle. Et puis, Nathalie m'a parlé du design thinking systémique. Bon, encore une autre approche, hein, voilà. Donc, en fait, c'est dans le... Mais tout part quand même, voilà. Là, je vous rappelle la définition quand même de celui qui est à l'origine du design thinking. Eh ben, c'est une approche de l'innovation centrée sur l'humain qui s'appuie sur une boîte à outils, celle du designer, pour intégrer les besoins des personnes, les possibilités de la technologie et les exigences de succès de l'entreprise. Bien. OK. Eh bien, on continue. Alors, je continue. Voilà. Ah oui, les applications possibles du design, ça, je vous laisserai, elles sont nombreuses, hein, vous le savez. Créativité, par exemple, j'ai essayé de retrouver ici un certain nombre d'exercices hein, que nous pratiquons beaucoup dans la facilitation. Ces exercices existent depuis les années 70, voire 53 dans certains cas. Hein. Alors, ils n'ont rien de nouveau, mais c'est cet ensemble qui est nouveau. C'est pas seulement les techniques qui sont nouvelles, c'est la manière dont on les utilise qui est quand même très différente. Euh,
parce que il n'y avait pas de remise en cause des normes sociales, tandis qu'aujourd'hui, on les utilise parce que on est dans des projets de transformation, alors que là, c'était plutôt des objets, on va dire, de confort, quoi. J'essaie de continuer, mais voilà, très bien. Là aussi, c'est toutes les approches du design thinking. Alors, elles sont très fort nombreuses aussi, avec toutes sortes de modèles dont vous allez retrouver peut-être certains. Donc, il n'y en a pas un seul. Il n'y a pas que celui de Stanford, hein, il y en a d'autres. Là aussi, je ne rentrerai pas dans le détail. Mon but était surtout de montrer une sorte de généalogie, vous voyez, permanente, de créativité permanente qui est à l'œuvre dans tout ça. Alors, le courant de la pédagogie participative, qui avait déjà fortement inspiré Gérard Hindenburg, fondateur de la sociocratie entrepreneuriale, parce que la sociocratie existe depuis 1920. C'est Dewey, alors qui en fait plaide pour une pédagogie active qui invite à placer les étudiants dans des actions concrètes, learning by doing. Ça, c'est intéressant, mais ce qu'on connaît moins, c'est qu'il plaide pour que la vie, on va dire, administrative de l'école, la vie, enfin, que la gestion de l'école, eh bien, soit aussi co-gérée avec les étudiants. Euh, En gros, c'est de vraiment transformer l'expérience pédagogique en une expérience école-laboratoire où on n'apprend pas seulement des compétences, mais à devenir citoyen. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire encore. Bon, il y a eu des pédagogies Freinet qui étaient dans des approches partagées avec les parents, mais pas toujours avec les étudiants. Et en fait, la manière dont on enseigne, je pense, est aussi importante que les contenus, c'est-à-dire que c'est le contenant. Et là, il y a sans doute beaucoup à faire parce que j'ai l'impression que dans ce que je vois à droite ou à gauche, le contenant reste encore très traditionnel, même si les contenus bougent. OK. Alors, la paire apprenance, on pourrait la mettre en relation dans cette pédagogie participative, hein. On voit se développer des expériences comme celle des fresques où on apprend ensemble, mais on le voit aussi se développer dans les entreprises où des temps de formation ne sont plus animés par un expert, mais visent en fait à favoriser l'échange des savoirs entre les acteurs eux-mêmes. Ça rentre dans ce modèle de pédagogie participative. Tout ça va nous amener progressivement à ce qu'on peut appeler la démocratie participative. Et là, c'est le moment de rendre hommage à Joe Spiegel, ce maire de Kingersheim, à quelques kilomètres de Mulhouse, une ville de 3000 habitants, qui a été sans doute un des premiers à expérimenter de façon très élaborée la participation des citoyens avec des méthodes qu'il a consignées, qu'on peut repérer. Et puis, il y a un chercheur plus académique qui s'appelle Loïc Blondiot aussi, qui a beaucoup formalisé d'études autour de ce sujet et qui est aussi un terrain d'expérimentation pour nous. Euh, voilà. Et c'est, je crois là aussi que c'est l'occasion aussi de peut-être mettre en évidence que toutes les institutions qui s'intéressent au développement du territoire, bien, dans certains cas, me paraissent très avancées dans l'utilisation de ces méthodes. Parfois même, j'ai l'impression qu'elles vont plus loin que les entreprises elles-mêmes. Euh, je pense à la Fabrique des transitions. Je pense au conseil départemental des Pyrénées, du Puy-de-Dôme, que j'ai un peu approché, où on voit des expériences, on va dire, pilotes, euh, fort intéressantes, où le débat ne se limite pas à écouter un représentant institutionnel, mais au contraire à débattre entre citoyens. OK, bon, ben pour l'instant, on avance bien. Après, bien sûr, vous aurez bien sûr la parole, hein, je termine. Alors, ah oui, les innovateurs, je vous les présente aussi parce que c'est une association qui réunit beaucoup d'entreprises, alors du monde privé, mais aussi beaucoup d'institutions du secteur public qui
présente très régulièrement des expérimentations qui sont faites, par exemple, à la CPAM, au, à l'URSSAF, enfin des institutions qui sont elles aussi en train de bouger, hein. Et puis, on ne peut pas rester non plus indifférent à toutes les technologies digitales qui, depuis une quinzaine d'années, sont là aussi dans la même dynamique. Alors, les tableaux blancs, en fait, il y en a de plus en plus. Euh, c'est des outils que nous utilisons aussi beaucoup, hein, et qui rentrent un peu dans cette logique. D'ailleurs, souvent, ce sont des outils collaboratifs qui sont faits pour travailler à plusieurs. Donc, on peut retrouver les mêmes principes, hein, que ce qu'on a évoqué précédemment. OK. Ah, bah oui, moi, je me suis beaucoup intéressé aux cartes rustiques qui sont enseignées dans les classes maternelles au Danemark. Et il se trouve que j'ai commencé avec Mind Manager 1, bref, peu importe. Et en préparant il y a quelque temps cette intervention, ben, j'ai découvert qu'il existait au moins une cinquantaine de logiciels, alors qu'à l'époque, il n'en existait qu'un seul. Voilà. Alors, on a parlé peut-être de la facilitation comme méthode d'animation. Du coup, en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Et j'ai l'impression qu'on voit émerger en ce moment la facilitation comme dispositif pour une communauté. Et c'est, par exemple, l'entreprise Enedis, hein, dans laquelle nous intervenons, que je trouve particulièrement avancée sur ce sujet, euh, donc qui a créé une cellule de facilitation qui forme des facilitateurs volontaires, c'est-à-dire que ce ne sont pas des consultants, ce sont des salariés qui vont suivre une formation fondée sur le volontariat et qui vont mettre à disposition de leurs collègues une partie de leur temps pour favoriser l'expression collective. Donc, ils ont des formations régulières et également, ils ont intégré une technologie qui permet d'enregistrer les idées des collaborateurs, de les sélectionner, etc., etc. Alors même si tout ça n'est pas aussi satisfaisant, parce que c'est parfois ce qu'on entend, on s'épuise un petit peu, en tout cas, c'est quand même un processus à remarquer parce que on commence à prendre quand même au sérieux un trésor dont Norbert Alter a dit qu'il était complètement négligé, ben, qui est la myriade d'idées qui en fait sommeillent dans les organisations et qui constituent un véritable trésor pour ceux qui veulent bien s'y intéresser. Donc la notion de dispositif est en train aussi d'émerger. Alors il y a quelques temps, en 2020, j'avais essayé de commencer ce travail et justement le fait de vous le présenter ce soir m'a amené à me rendre compte qu'il était très imparfait, donc je l'ai un peu consolidé. Mais bon, c'est déjà ça. Ou donc là, j'ai repris, hein, les principales catégories que j'ai évoquées, des modes managériales, euh, et j'ai utilisé un terme que j'ai emprunté à une collègue qui travaille sur le coaching, l'accompagnement, pour être précis. Alors, c'est l'idée de nébuleuse. En fait, avant qu'un objet se stabilise vraiment, ben, il va subir des transformations et rester longtemps à l'état de nébuleuse. Alors, de quoi est faite la facilitation? Ben, de toutes ces, finalement, disciplines qui ont eu leur heure de gloire, comme la créativité, même le Kanban à sa façon, les projets en mode agile, le Lean, le design thinking, l'agilité, la démocratie participative. Ben, j'ai l'impression que la facilitation, ben, c'est le résultat de tous ces ruisseaux, pour reprendre la métaphore de Gilbert Durand. On continue, parce qu'il reste encore un peu de temps. Enfin, en tout cas, merci de votre attention, parce que c'est quand même... Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Ah, ça y est. On arrive peut-être dans la dernière partie, qui sera plus rapide, rassurez-vous. C'est la sémiologie de la facilitation. Alors, la sémiologie, c'est l'étude des signes. Alors, c'est-à-dire que tous les objets dont nous venons parler ont plusieurs dimensions. Ce sont des objets socialement réels, mais qui ont une dimension symbolique. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire? Voilà maintenant ce que nous allons essayer de découvrir en nous inspirant ici de Ferdinand Saussure, vous savez, signifiant, signifié. Le signifiant, c'est le son d'un mot, et le signifié, c'est les représentations qui sont accrochées à ce mot. Bon, on va aller un peu plus précis après. En fait, c'est Roland Barthes, c'est ça qui dit ça, que le but de la sémiologie, c'est de mettre à jour le sens. Voilà, autrement dit, c'est faire émerger les structures invisibles, alors les structures même, on va dire, imaginaires. On n'est pas obligé que ça soit de la mythologie, comme le dit Gilbert Durand, mais en tout cas, c'est de l'imaginaire qui lie les éléments entre eux. Alors, c'est vrai qu'il y a une analogie quand même assez étonnante entre le phénomène des entreprises libérées et les pratiques collaboratives, quel que soit leur nom. Relevons quelques points. Le premier, c'est que l'enveloppe qui contient ces événements, que ce soit une organisation ou ses activités, ben, est moins contenante et elle libère ce qu'un psychanalyste appellerait, pour rien de vous cacher, sans doute Winnicott, un espace potentiel, c'est-à-dire un espace qui va permettre l'autonomie et la créativité des individus. Alors, on le voit beaucoup dans la facilitation ou dans le design thinking en particulier, puisque souvent, avant de passer à une expression collective, on invite les personnes déjà à formaliser leur propre représentation, donc de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Le manager, donc dans l'entreprise libérée, a une fonction de facilitation, comme on l'a vu, en favorisant la délibération. Ben, en fait, c'est exactement la même chose que fait le facilitateur. On utilise la digitalisation aussi. Et la dimension collective est très importante. Et en même temps, on peut aussi repérer une autorité plus distribuée. Alors là, Pierre Lévy a des mots très pertinents pour signifier tout cela. Euh, pour lui, tout ce qui touche ces approches de l'intelligence collective, ben finalement, c'est l'art de faire vivre les collectifs intelligents et de valoriser au maximum la diversité des qualités humaines, divergence, convergence. Et il utilise une métaphore qui est assez intéressante, qu'il appelle l'éthique de la symphonie, où dans la symphonie, il fait référence au chant, eh bien, chacun peut s'exprimer individuellement et en même temps faire chœur avec le collectif. Alors, on retrouve Gilbert Durand avec un concept qui peut-être correspond à ce qui est en train de se passer dans nos sociétés autour de la facilitation. Il parle de moments sociologiques. Alors, en fait, dans l'inconscient collectif culturel, il y a des imaginaires qui travaillent, qui ne sont pas toujours visibles, comme me dit Roland Barthes. Euh, en même temps, dans le monde social, on produit des rationalités, des discours, des idéologies dominantes qui vont correspondre à ce qu'on appellera l'imaginaire institué avec Cornelius Castoriadis. On pourrait peut-être penser que tout ce qui relève de l'inconscient collectif, c'est peut-être l'imaginaire radical. Et puis, ces deux-là sont en tension permanente. Alors, ils sont tous d'accord, hein, Gilbert Durand, Cornelius Castoriadis et d'autres, pour dire que ces deux forces sont en tension et peuvent pencher d'un côté ou de l'autre. Lorsqu'elles confortent l'idéologie en place, elles vont être autorisées à apparaître. Lorsqu'à l'inverse, elles sont trop différentes, eh bien, elles vont être marginalisées ou condamnées à la dissidence. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on est en train de s'apercevoir dans le monde économique que les stratégies fondées sur la compétitivité prix aboutissent à une impasse totale. Et enfin, on prend conscience depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire avec beaucoup de difficultés, qu'il faut qu'on ait une nouvelle intelligence. Et justement, c'est l'épuisement peut-être du modèle qui a fait notre succès, qui s'épuisant commence à laisser émerger cet autre imaginaire qui est toujours à l'œuvre,
mais qui n'est pas toujours autorisé à s'exprimer. Alors, Edgar Morin, c'est pour dire, ils disent tous la même chose, un concept qui s'appelle le paradigme. Un paradigme prescrit et proscrit. Et si ce paradigme s'épuise, ben c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des innovations sociales qui peuvent émerger. Et il semblerait qu'on soit dans ce moment peut-être de craquement d'un monde dont tout le monde dit qu'il va s'effondrer. Alors, c'est peut-être pas physiquement, en tout cas, aussi rapide, mais culturellement, c'est à peu près certain. Alors, si on revient à notre sujet, ben, on peut dire qu'on est en train de passer du modèle de l'entreprise disciplinaire, peut-être, à l'autorité délibérante. Et la métaphore du papillon illustre bien cette transformation. Mais tout ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un anthropologue qui s'appelle Hofstede qui nous explique que nous sommes quand même bien sédimentés, bien cristallisés, dirait Kurt Lewin, je pense, parce que vous voyez que la distance hiérarchique est très grande dans la culture française, presque pas aussi grande, mais pas loin de la culture indienne, qui est une société fondée sur les castes. À l'inverse, ben on voit que le Danemark, par exemple, vous voyez, a une distance hiérarchique faible. C'est pour ça qu'on n'a jamais parlé d'entreprise libérale au Danemark, parce que les relations d'autorité sont des relations très collaboratives. C'est une culture collaborative. On le voit à bien des égards. Voilà, c'est une comparaison qui peut expliquer pourquoi il nous faut du temps pour concevoir que l'autorité peut être incarnée différemment. Alors bien sûr, pourquoi? Parce que tout ça, c'est le résultat d'apprentissage, de modèles auxquels nous nous sommes identifiés. Bon, on va pas. OK. Alors, peut-être que la conclusion qu'on pourrait tirer de tout cela, c'est que faire autorité, ça n'est plus tout à fait commandé. Peut-être que ça peut l'être à certains moments, bien sûr, mais c'est sans doute peut-être pas seulement dialoguer, mais faire dialoguer les parties prenantes pour trouver de nouveaux compromis d'existence et construire des futurs durables et réalisables. Et tout ça, ça nous renvoie à l'art de la conversation, à la discussion, à l'éthique de la discussion, qui était déjà évoquée par Habermas il y a quelque temps. Alors, vous voyez, ici, Cornelius Castoriadis simplifie les choses et résume un peu tout ça en nous disant que dans les sociétés, il y a cette dialectique permanente entre l'imaginaire institué et l'imaginaire radical. Quand l'imaginaire institué s'épuise, l'imaginaire radical peut s'exprimer, et puis à certains moments, ben, c'est l'imaginaire institué qui prend le dessus, mais c'est cette tension permanente qui fait que les innovations peuvent émerger, mais elles ne peuvent pas émerger librement. Il faut qu'il y ait des espaces transitionnels, des personnes qui, appelons-les facilitateurs, qui vont être en quelque sorte des passeurs pour passer, on va dire, très prudemment d'un monde à l'autre. Alors, toute transformation est le résultat d'une métamorphose. Alors, diachronique, ça veut dire dialectique, hein. Alors, vous voyez, c'est Gilbert Durand qui explique comment les mythes dans une société se transforment avec différentes étapes. Donc, j'ai bien sûr retenu tout cela. Et en fait, en l'appliquant au management, peut-être à la facilitation, eh bien, ça a l'air de fonctionner. Donc, vous voyez, la première étape, c'est une introduction de ces méthodes sans changement structurel, comme des réunions stand-up ou des sessions de brainstorming, sans intégration dans les processus quotidiens. Et quand on arrive à la fin de la transformation, vous pourrez voir vous-même, ben, le modèle est complètement digéré, mais tout ça, ça prend du temps. C'est une période, on va dire, transitionnelle. Et peut-être que nous sommes là-dedans. En tout cas, c'est mon impression lorsqu'on écoute les mots qui sont le plus souvent utilisés euh, sur le net, qui est un bassin sémantique très riche, parce que c'est l'humanité qui parle aussi dans cet univers. Alors, est-ce qu'on est dans un changement ou une métanoïa? Là, je m'étais inspiré du philosophe Marc Alévy,
qui considérait il y a quelque temps qu'il y avait 5 grandes métamorphoses, ben finalement, on en trouve au moins 8. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a les modèles économiques, bien sûr, il y a les modèles écologiques, il y a la digitalisation, il y a l'organisationnel, etc., etc. Mais maintenant, il y a la géopolitique, il y a la démographie, dont on ne parle pas beaucoup, et puis probablement de l'idéologie. On remet en cause la croissance permanente et continue. Et tout le problème, c'est que si on reste prisonnier des anciens modèles, on passe à côté, et du coup, l'intelligence qu'on produit est plus limitée, parfois même est, comment dirais-je, impertinente. Et c'est donc toute la difficulté. Alors c'est une période quand même pour les psychanalystes hein, où on parle de rupture des cadres porteurs, d'où cette anxiété dans nos sociétés, ce qui fait qu'on a besoin de se réunir, de partager, d'échanger. Et quand une société fait l'expérience de perdre son contenant, bien le premier besoin est de reconstruire un compromis, consensus d'existence. Et ça ne peut se faire qu'en dialoguant. Et comme c'est au niveau de la société, il faut que ça se fasse de façon quand même relativement démocratique. Et c'est là où les espaces de facilitation peuvent remplir ce rôle. D'ailleurs, on voit bien que notre société est à l'œuvre puisqu'elle produit énormément d'utopies ou d'innovations, on va dire, alternatives, diverses. Il y en a énormément, pas forcément reconnues. Euh, et pour terminer, merci de m'avoir écouté. Je terminerai avec un sociologue qui s'appelle Desroches, donc, qui nous dit que dans cette période de transition, nos organisations et nos sociétés ont besoin de s'appuyer sur des objets transitionnels ou des espaces transitionnels pour repenser et réparer collectivement le monde qui va venir, si c'est encore possible, moi je pense que oui. Euh, Et c'est là où je pense que la facilitation fait partie de ces objets qui peuvent faciliter cette transformation. Et peut-être que c'est le cœur de la mission des facilitateurs, ou en tout cas leur raison d'être. Si nous sommes autorisés à exister, c'est parce que dans nos sociétés, il y a ce besoin bien, de pouvoir s'appuyer sur des savoirs, des méthodes, des personnes qui ne vont pas donner la vérité, mais qui vont peut-être aider la vérité, entre guillemets, ou en tout cas euh, le désir du futur de se construire. Je crois que je dois en avoir fini et je vous invite à cultiver les grands auteurs qui nous sont très utiles. Le problème, bien sûr, c'est de trouver les bons auteurs. Voilà, je pense que là, j'ai fait à peu près le tour et merci beaucoup parce que c'est toujours difficile d'écouter dans notre société quelqu'un plus de 7 minutes. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Claude. Franchement, merci.